L'automne 1989 marquait une période de tension dans la petite ville de Rochefort-sur-Mer, où une série de cambriolages inexpliqués tenait les habitants en alerte et mettait la police locale sous pression. Parmi les forces de l'ordre mobilisées, l'inspectrice Claire Moreau, 32 ans, se distinguait par sa détermination, son intuition remarquable et sa capacité à déceler les détails que d'autres négligeaient. Ancienne gendarme reconvertie dans la police judiciaire après avoir brillamment réussi les concours, elle avait développé une réputation de ténacité et de professionnalisme qui forçait le respect de ses collègues masculins, pas toujours enclins à accepter une femme dans leur rang. Claire était connue pour ses méthodes rigoureuses, ses interrogatoires habiles et sa connaissance approfondie du terrain, acquise au fil de patrouilles nocturnes et de contacts privilégiés avec les habitants des quartiers populaires. Le 15 octobre 1989, Claire quitta le commissariat en fin d'après-midi pour suivre une piste prometteuse concernant un suspect aperçu près des falaises de la Côte Sauvage, dans une zone isolée où plusieurs témoins affirmaient avoir vu rôder un homme correspondant au signalement du cambrioleur. Elle avait informé son supérieur, le commissaire Dubois, qu'elle comptait interroger des témoins dans les hameaux isolés de la lande, vérifier certains alibis et rentrer avant la tombée de la nuit. Ses derniers mots, selon la secrétaire qui l'avait vu partir, étaient « Je sens qu'on tient enfin quelque chose ». Mais quand l'obscurité tomba sur les landes bretonnes, Claire ne donna plus signe de vie. Ses collègues, d'abord peu inquiets. Claire était réputée indépendante et capable de se débrouiller seule, commencèrent à s'alarmer lorsque sa radio resta muette, malgré les appels répétés. Sa voiture, une Peugeot 205 bleue de service, fut retrouvée le lendemain matin par un randonneur, garé près d'un sentier côtier battu par les vents, portière déverrouillée, avec son carnet de notes, sa radio et même son arme de service encore à l'intérieur. Cette découverte glaça d'effroi ses collègues. Jamais Claire n'aurait abandonné son véhicule dans cet état, et encore moins son arme. Malgré des recherches intensives mobilisant gendarmes, pompiers, bénévoles et même des maîtres chiens venus de Rennes, aucune trace de l'inspectrice ne fut découverte. Les falaises furent fouillées, les grottes explorées, les landes peignées mètre par mètre. Mais la terre et la mer gardèrent leur secret. Claire Moreau était devenue l'une des disparitions les plus troublantes de la région, alimentant rumeurs, théories et une culpabilité tenace chez ses collègues qui se demandaient s'ils auraient pu la sauver. Dites-nous d'où vous nous lisez dans les commentaires avant de découvrir la suite. Les années passèrent et l'affaire Claire Moreau resta dans les dossiers non résolus, jusqu'à ce qu'en 1996, 7 ans après sa disparition, une découverte macabre au pied des falaises vienne bouleverser l'enquête et révéler une vérité plus sombre que tout ce que les enquêteurs avaient pu imaginer. Le 23 avril 1996, par une matinée de printemps où la marée descendante avait découvert des zones habituellement inaccessibles, un groupe de spéléologues amateurs explorait les grottes marines au pied des falaises de Rochefort-sur-Mer. Guidés par Pierre Leclerc, un géologue passionné qui connaissait chaque recoin de la côte, ils progressaient dans une cavité étroite quand leur lampe frontale révéla quelque chose d'inhabituel. Des fragments de tissu bleu marine accrochés aux parois rocheuses, et plus loin, partiellement ensevelis sous des éboulis et des algues séchées, des ossements humains. L'équipe, saisie d'effroi, rebroussa immédiatement chemin pour alerter les autorités. En quelques heures, le site fut bouclé par la gendarmerie et une équipe médico-légale descendit en rappel pour sécuriser la zone et procéder aux premières constatations. L'identification ne tarda pas. Parmi les restes, les enquêteurs découvrirent une plaque d'identité professionnelle au nom de Claire Moreau, ainsi que des fragments de l'uniforme de police qu'elle portait le jour de sa disparition. Mais ce qui glaça d'horreur les enquêteurs, ce furent les circonstances de la découverte. Les ossements étaient dispersés de manière non naturelle et certains présentaient des marques suspectes, suggérant que Claire n'était pas morte d'une chute accidentelle. Plus troublant encore, les restes étaient accompagnés d'objets personnels soigneusement disposés. Sa montre, ses boucles d'oreilles, une photo de sa fille, comme si quelqu'un avait voulu créer une mise en scène macabre. L'autopsie des ossements, confiée au médecin légiste Dr Rousseau, révéla des détails terrifiants.
Claire avait subi des traumatismes multiples avant sa mort, et l'analyse des fractures indiquait qu'elle avait probablement été séquestrée pendant plusieurs jours. Les traces sur ses poignets suggéraient qu'elle avait été entravée, et l'état de décomposition des vêtements laissait penser qu'elle avait été maintenue en vie dans un lieu humide, avant d'être transportée dans la grotte. Cette révélation bouleversa l'enquête. Claire Moreau n'avait pas disparu. Elle avait été kidnappée, torturée et assassinée. La nouvelle de cette découverte horrifique secoua la région et relança l'enquête avec une urgence nouvelle. Le commissaire Dubois, hanté par la culpabilité de n'avoir pas su protéger son inspectrice, mobilisa tous les moyens disponibles. L'affaire prit une dimension nationale et une cellule spécialisée fut créée pour reprendre l'enquête depuis le début, avec la certitude désormais que Claire avait été victime d'un prédateur qui connaissait parfaitement la région et ses cachettes secrètes. L'enquête relancée prit une tournure obsessionnelle pour les enquêteurs, qui réexaminèrent chaque élément du dossier avec un œil nouveau. Le commissaire Dubois, rongé par le remords, fit appel au capitaine Sylvie Bertrand, une profileuse expérimentée de la police judiciaire de Rennes, spécialisée dans les crimes en série. Ensemble, ils reconstituèrent les dernières heures de Claire avec une précision chirurgicale. Les témoignages furent recoupés, les alibis vérifiés et une chronologie détaillée établie. Il apparut que Claire avait effectivement rencontré quelqu'un ce soir-là. Plusieurs habitants des hameaux confirmèrent avoir vu sa voiture accompagnée d'un véhicule sombre, probablement une camionnette, vers 18h30 près du sentier côtier. L'un d'eux, un fermier nommé Marcel Goudot, se souvenait même avoir trouvé étrange que Claire, habituellement si prudente, se soit aventurée seule dans cette zone isolée à la tombée de la nuit. La profileuse Bertrand établit rapidement que le meurtrier connaissait parfaitement les habitudes de Claire et la topographie locale. La mise en scène dans la grotte, l'emplacement choisi pour dissimuler le corps, et surtout la capacité à attirer Claire dans un piège, suggéraient quelqu'un de son entourage professionnel ou personnel. L'analyse des objets retrouvés révéla une dimension encore plus sinistre. Ils avaient été nettoyés et disposés avec un soin maniaque, indiquant un comportement obsessionnel. Le tueur avait gardé Claire vivante plusieurs jours, probablement pour la torturer psychologiquement, avant de l'assassiner et de mettre en scène sa découverte. Cette révélation fit froid dans le dos aux enquêteurs. Ils cherchaient un psychopathe organisé, méticuleux et probablement encore en liberté. Les investigations se concentrèrent alors sur l'entourage de Claire. Ses collègues, ses informateurs, les suspects qu'elle avait interrogés dans les mois précédents, tous furent passés au crible. Un nom émergea rapidement, celui de Bernard Lacroix, un ancien gendarme en retraite anticipée pour problèmes de comportement, qui vivait seul dans une ferme isolée à quelques kilomètres du lieu de la disparition. Lacroix avait été en contact avec Claire à plusieurs reprises dans le cadre de l'enquête sur les cambriolages. Il prétendait avoir des informations sur les malfaiteurs. Plusieurs témoins confirmèrent l'avoir vu rôder près du commissariat et poser des questions insistantes sur les horaires et habitudes de Claire. Quand les enquêteurs se présentèrent à sa ferme, ils découvrirent que Lacroix avait disparu depuis plusieurs jours, laissant derrière lui une propriété en désordre et des indices troublants. Des photos de Claire découpées dans les journaux locaux, des plans détaillés de la côte et dans sa cave, des chaînes et des menottes qui glacèrent le sang des policiers. La chasse à l'homme venait de commencer. La traque de Bernard Lacroix mobilisa toutes les forces de police de la région et déclencha un avis de recherche national. L'homme, âgé de 54 ans, était décrit comme dangereux et potentiellement armé. Son passé révélait un profil inquiétant. Exclu de la gendarmerie pour harcèlement envers ses collègues féminines, il avait ensuite enchaîné les petits boulots avant de s'isoler dans sa ferme héritée de ses parents. Les voisins le décrivaient comme un homme étrange, solitaire, qui observait les allées et venues avec des jumelles et entretenait une obsession malsaine pour les forces de l'ordre. Sa propriété, fouillée de fond en comble, révéla l'ampleur de sa pathologie. Des dizaines de coupures de presse sur Claire et d'autres femmes policières, des carnets remplis de notes détaillées sur leurs habitudes, et surtout, dans un hangar dissimulé, une camionnette correspondant exactement aux témoignages des habitants.
L'analyse de la camionnette confirma les pires soupçons. Des traces de sang de Claire furent retrouvées dans le coffre, ainsi que des fibres textiles correspondant à son uniforme. Plus troublante encore, les enquêteurs découvrirent que Lacroix avait aménagé l'arrière du véhicule comme une cellule mobile, avec des anneaux de fixation et un système d'insonorisation rudimentaire. Le médecin légiste confirma que ces éléments correspondaient aux blessures retrouvées sur les ossements de Claire. L'horreur de ce qu'elle avait enduré commençait à se dessiner. Enlevée près de sa voiture, séquestrée dans cette camionnette, puis probablement détenue dans un lieu encore inconnu, avant d'être tuée et abandonnée dans la grotte. Pendant ce temps, Lacroix demeurait introuvable malgré les barrages routiers et les battues. Les enquêteurs découvrirent qu'il possédait plusieurs cachettes dans la région, notamment d'anciennes bunkers de la Seconde Guerre mondiale qu'il avait aménagées au fil des ans. La profileuse Bertrand établit qu'il était probablement resté dans la région, connaissant trop bien le terrain pour s'aventurer ailleurs. Elle prédit qu'il tenterait de reprendre contact avec les forces de l'ordre, son obsession pour Claire n'étant probablement qu'un aspect d'une fixation plus large sur les femmes en uniforme. Sa prédiction se révéla exacte. 3 semaines après le début de la traque, Lacroix appela le commissariat de Rochefort-sur-Mer. D'une voix calme et posée, il déclara au commissaire Dubois « Vous voulez savoir ce qui s'est passé avec votre inspectrice ? Retrouvez-moi au phare de la Pointe du Diable, seul, cette nuit à minuit. Et commissaire, Claire a beaucoup parlé de vous avant de mourir. » La communication fut coupée, laissant Dubois glacé d'effroi et face au dilemme le plus difficile de sa carrière. Le commissaire Dubois se retrouva face à un dilemme déchirant. Respecter la demande de Lacroix et risquer sa vie, ou organiser une opération qui pourrait faire fuir définitivement le meurtrier. Après une réunion de crise avec la profileuse Bertrand et le procureur, la décision fut prise d'organiser une opération d'envergure autour du phare de la Pointe du Diable, tout en donnant l'impression que Dubois s'y rendait seul. Des tireurs d'élite furent positionnés dans les rochers environnants, des équipes d'intervention cachées dans les dunes, et un dispositif d'écoute sophistiqué installé pour enregistrer les aveux potentiels de Lacroix. Dubois, équipé d'un gilet pare-balles et d'un micro-émetteur, se dirigea vers le phare à 23h45, le cœur battant et l'esprit hanté par les derniers mots de son inspectrice. Le phare, abandonné depuis des décennies, se dressait comme un fantôme dans la nuit bretonne. Ses murs lépreux et ses fenêtres brisées lui donnaient un aspect sinistre, amplifié par le bruit incessant des vagues qui s'écrasaient contre les rochers en contrebas. Dubois attendit dans le silence, tous ses sens en alerte, quand une voix surgit de l'obscurité. « Vous êtes venu, commissaire. Claire avait raison, vous étiez prévisible. » Lacroix émergea lentement de l'ombre, les mains apparemment vides, mais son regard brillait d'une lueur démente. Il était amaigri, barbu, et ses vêtements témoignaient de semaines de vie sauvage, mais il conservait cette assurance glaciale qui avait marqué tous ceux qui l'avaient connu. « Pourquoi Claire ?» demanda Dubois, luttant pour garder sa voix stable. Lacroix sourit, un rictus qui glaça le sang du commissaire. Parce qu'elle était parfaite, belle, intelligente, courageuse, tout ce que j'aurais voulu être. Elle représentait tout ce que cette société m'a refusé. Alors je l'ai prise, je l'ai gardée, et j'ai appris à la connaître vraiment. Sa voix se fit plus douce, presque tendre. Elle a parlé de vous, commissaire. Elle vous admirait. Elle pensait que vous viendriez la sauver. Mais vous n'êtes jamais venu, n'est-ce pas ? Les mots frappèrent Dubois comme autant de coups de poignard, ravivant une culpabilité qu'il portait depuis 7 ans. Lacroix continua son récit macabre, décrivant avec une précision terrifiante les derniers jours de Claire, ses tentatives d'évasion, ses supplications, et finalement sa résignation. Il révéla l'emplacement exact où il l'avait détenue, un bunker aménagé dans les falaises, et comment il avait mis en scène sa découverte dans la grotte pour qu'elle soit trouvée dignement. Mais au moment où il s'apprêtait à révéler d'autres détails, un coup de feu retentit dans la nuit. Lacroix s'effondra, touché par un tireur d'élite qui avait cru voir le fugitif porter la main à une arme. Dans un dernier souffle, Lacroix murmura « Elle vous attend encore ». La mort de Bernard Lacroix laissa l'enquête dans un état d'inachèvement troublant.
Malgré ses aveux partiels, de nombreuses zones d'ombre subsistaient, et le commissaire Dubois se retrouva hanté par les derniers mots du meurtrier. L'équipe médico-légale localisa rapidement le bunker décrit par Lacroix. Une ancienne fortification allemande dissimulée dans une crique inaccessible, aménagée avec un soin maniaque. À l'intérieur, ils découvrirent l'horreur. Une cellule improvisée avec des chaînes, des traces de sang séché, et surtout, gravés dans la pierre humide, des messages désespérés de Claire. Jour 3, il reviendra. Je dois tenir. Jour 7. Papa, je pense à toi. Jour 12. Dubois, si tu trouves ça, sache que je n'ai pas parlé. Ces mots, tracés avec ses ongles ou un objet pointu, témoignaient de son courage et de sa résistance jusqu'au bout. L'analyse du bunker révéla que Lacroix avait préparé son crime pendant des mois, accumulant des provisions, aménageant sa prison et étudiant les habitudes de Claire avec une patience de prédateur. Des carnets retrouvés sur place détaillaient ses fantasmes morbides et sa fascination croissante pour l'inspectrice. Il avait même installé un système d'éclairage rudimentaire et des caméras de surveillance, suggérant qu'il avait filmé les derniers jours de sa victime. Ces enregistrements ne furent jamais retrouvés, Lacroix ayant probablement détruit les preuves avant sa fuite. L'expertise psychiatrique post-mortem, basée sur ses écrits et témoignages, révéla un profil de psychopathe organisé, capable de manipuler et de planifier sur le long terme, mais rongé par une misogynie pathologique et un sentiment d'injustice envers la société. La découverte du bunker permit enfin aux proches de Claire de faire leur deuil. Sa fille, devenue adulte, put enfin comprendre ce qui était arrivé à sa mère et honorer sa mémoire. Une cérémonie d'hommage fut organisée au commissariat de Rochefort-sur-Mer, où une plaque commémorative fut dévoilée en présence de ses anciens collègues, de sa famille et de représentants de la police nationale. Le commissaire Dubois, profondément marqué par cette affaire, prit sa retraite anticipée quelques mois plus tard, incapable de surmonter le poids de la culpabilité et les images du bunker qui hantaient ses nuits. L'affaire Claire Moreau devint un cas d'école dans la formation des forces de l'ordre, illustrant l'importance des protocoles de sécurité et de la vigilance face aux prédateurs qui peuvent se dissimuler dans l'entourage professionnel. Son nom fut donné à une promotion d'élève inspecteur, et son histoire, bien que douloureuse, contribua à sensibiliser une nouvelle génération de policiers aux dangers du métier et à l'importance de la solidarité entre collègues. Les années qui suivirent la résolution de l'affaire Claire Moreau furent marquées par une transformation profonde des mentalités au sein des forces de l'ordre bretonnes. L'histoire de l'inspectrice devint un symbole de courage et de détermination, mais aussi un rappel constant des dangers que pouvaient représenter les prédateurs infiltrés dans l'entourage professionnel. Le ministère de l'Intérieur mit en place de nouveaux protocoles de sécurité, obligation de travailler en binôme dans les zones isolées, vérification systématique des antécédents des informateurs et création d'une cellule psychologique pour détecter les comportements suspects chez les anciens membres des forces de l'ordre. Ces mesures, baptisées « Protocole Claire Moreau », furent progressivement étendues à l'ensemble du territoire national. La fille de Claire, Marine, devenue avocate spécialisée dans la défense des victimes, créa une association d'aide aux familles de policiers disparus ou tués en service. L'association Claire Moreau, Mémoire et Justice, organisa des conférences, des formations et des campagnes de sensibilisation sur les risques psychosociaux dans la police. Marine, portée par la mémoire de sa mère, devint une figure respectée du monde judiciaire, défendant avec la même détermination que Claire les causes perdues et les victimes oubliées. Chaque année, le 15 octobre, date de la disparition de sa mère, elle organisait une cérémonie commémorative au commissariat de Rochefort-sur-Mer, rassemblant anciens et nouveaux collègues autour du souvenir de l'inspectrice. Le bunker de Lacroix fut scellé et transformé en mémorial discret, accessible uniquement aux familles et aux forces de l'ordre lors de cérémonies officielles. Un petit jardin du souvenir fut aménagé au-dessus, où les visiteurs pouvaient se recueillir en contemplant l'océan que Claire aimait tant. Les messages qu'elle avait gravés dans la pierre furent photographiés et conservés dans les archives nationales, témoignages poignants de sa résistance
et de son courage face à l'horreur. Ces mots, reproduits dans les manuels de formation policière, continuaient d'inspirer les nouvelles générations d'enquêteurs. L'affaire marqua également un tournant dans l'approche des disparitions de fonctionnaires. Désormais, toute disparition d'un membre des forces de l'ordre déclenchait automatiquement une enquête approfondie et la mobilisation de moyens exceptionnels. La leçon de l'affaire Claire Moreau était claire. Derrière chaque disparition pouvait se cacher un prédateur, et aucune piste ne devait être négligée. Son sacrifice involontaire avait permis de sauver d'autres vies et de renforcer la protection de ceux qui protègent la société. Avec le temps, l'histoire de Claire Moreau dépassa les frontières de la Bretagne pour devenir un cas d'étude international sur la sécurité des forces de l'ordre et la psychologie criminelle. Des criminologues européens analysèrent le profil de Lacroix et ses méthodes, contribuant à l'élaboration de nouveaux outils de détection des prédateurs au sein des institutions. L'Université de Rennes créa un master en criminologie portant le nom de Claire Moreau, attirant des étudiants du monde entier désireux d'approfondir l'étude des crimes contre les représentants de l'autorité. Les travaux de recherche menés dans ce cadre permirent d'identifier plusieurs cas similaires en Europe et d'établir des profils types de prédateurs s'attaquant spécifiquement aux femmes en uniforme. Le commissaire Dubois, malgré sa retraite, ne parvint jamais à oublier complètement cette affaire. Il écrivit ses mémoires, consacrant un chapitre entier à Claire et aux leçons tirées de cette tragédie. Son livre, Dans l'ombre du phare, Mémoire d'un commissaire, devint une référence dans les écoles de police, non seulement pour son analyse technique de l'enquête, mais aussi pour sa réflexion profonde sur la culpabilité, le devoir et la fraternité policière. Dubois y révélait ses doutes, ses erreurs, et la façon dont la mort de Claire avait transformé sa vision du métier. Il organisait régulièrement des conférences dans les écoles de police, partageant son expérience avec une génération qui n'avait pas connu Claire, mais qui pouvait apprendre de son sacrifice. La profileuse Sylvie Bertrand, marquée elle aussi par cette enquête, développa de nouvelles méthodes d'analyse comportementale spécifiquement adaptées aux crimes contre les forces de l'ordre. Ces techniques, baptisées méthode Moreau-Bertrand, furent adoptées par Interpol et enseignées dans les académies de police européennes. Elle créa également un réseau international d'échange d'informations sur les menaces pesant sur les policiers, permettant de détecter plus rapidement les individus dangereux et de prévenir de nouveaux drames. Rochefort-sur-Mer, longtemps marqué par cette tragédie, apprit progressivement à transformer la douleur en fierté. La ville organisa chaque année une journée de la sécurité publique en l'honneur de Claire, sensibilisant les habitants aux enjeux de la protection des forces de l'ordre. L'école de police régionale porta son nom, et sa statue, érigée devant le commissariat, rappelait à tous que derrière l'uniforme se cachent des hommes et des femmes qui risquent leur vie pour protéger les autres. Claire Moreau était devenue plus qu'une victime. Elle était devenue un symbole de courage et de détermination pour toutes les générations futures de policiers. 25 ans après la disparition de Claire Moreau, son héritage continuait de rayonner bien au-delà des frontières bretonnes. L'association créée par sa fille Marine était devenue une organisation européenne reconnue, collaborant avec les familles de policiers victimes de violences dans toute l'Union. Les bourses Claire Moreau permettaient chaque année à des dizaines d'enfants de policiers tués ou disparus de poursuivre leurs études, perpétuant ainsi l'engagement de l'inspectrice pour la justice et l'éducation. Marine, devenue une figure respectée du barreau parisien, n'avait jamais cessé de porter la voix de sa mère, intervenant régulièrement dans les médias pour sensibiliser l'opinion publique aux risques du métier policier et à l'importance du soutien aux familles endeuillées. Le bunker de Lacroix, transformé en lieu de mémoire, accueillait désormais des délégations internationales venues étudier l'affaire et rendre hommage à Claire. Un centre d'interprétation avait été aménagé à proximité, présentant l'histoire de l'inspectrice, mais aussi l'évolution des techniques d'enquête et des mesures de protection depuis sa mort. Les visiteurs, souvent des policiers en formation ou des familles de victimes, découvraient les messages gravés par Claire dans la pierre, témoignages bouleversants de sa résistance et de son courage. Ces mots, devenus emblématiques, étaient reproduits sur des plaques commémoratives dans de nombreux commissariats français et européens.
la recherche criminologique continuait de s'enrichir grâce à l'analyse de cette affaire. De nouveaux profils de prédateurs avaient été identifiés, et les techniques de Lacroix étaient enseignées dans les cours de victimologie, pour mieux comprendre les mécanismes de manipulation et de contrôle exercés par les psychopathes. L'Université de Rennes avait créé un laboratoire de recherche, Claire Moreau, spécialisé dans l'étude des crimes contre les représentants de l'autorité, attirant des chercheurs du monde entier. Leurs travaux avaient permis de prévenir plusieurs agressions et de démasquer des individus dangereux avant qu'ils ne passent à l'acte. L'impact de l'affaire se ressentait également dans la culture populaire. Documentaires, films et romans s'inspiraient de l'histoire de Claire, contribuant à sensibiliser le grand public aux réalités du métier policier. Cependant, Marine veillait scrupuleusement à ce que ses œuvres respectent la mémoire de sa mère et ne tombent pas dans le sensationnalisme. Elle avait créé une fondation chargée de valider les projets artistiques liés à l'affaire, s'assurant que l'histoire de Claire serve toujours l'éducation et la prévention, plutôt que le simple divertissement. Aujourd'hui, plus de 30 ans après cette nuit d'octobre 1989, où Claire Moreau disparut dans les Landes bretonnes, son nom résonne encore dans les couloirs des commissariats et les amphithéâtres des écoles de police. Sa statue, érigée devant le commissariat de Rochefort-sur-Mer, continue d'accueillir les nouvelles recrues qui viennent y prêter serment, rappelant à chacun que l'uniforme qu'ils portent a été honoré par le sacrifice de ceux qui les ont précédés. Les protocoles de sécurité qu'elle a inspirés ont sauvé des centaines de vies, et les techniques d'enquête développées grâce à son affaire continuent de faire progresser la justice. Marine, désormais grand-mère, transmet à ses petits-enfants les valeurs de courage et d'intégrité qui animaient Claire, perpétuant ainsi l'héritage d'une femme qui n'a jamais cessé de servir, même dans la mort. Le mémorial du bunker, devenu un lieu de pèlerinage pour les forces de l'ordre du monde entier, porte gravée cette inscription choisie par Marine. À Claire Moreau, inspectrice de police, qui a résisté jusqu'au bout et dont le courage continue d'éclairer le chemin de la justice. Chaque année, le 15 octobre, des centaines de policiers, de magistrats et de citoyens se rassemblent pour une cérémonie silencieuse, déposant des fleurs et renouvelant leur engagement à protéger et servir. Les falaises de Rochefort-sur-Mer, autrefois théâtre d'horreur, sont redevenues un symbole d'espoir et de résistance. L'affaire Claire Moreau a prouvé que même les crimes les plus atroces peuvent, paradoxalement, faire naître le meilleur de l'humanité. Son histoire, enseignée dans les écoles, racontée dans les familles, transmise de génération en génération, rappelle que la justice n'est jamais acquise et qu'elle exige de chacun vigilance, courage et solidarité. Claire Moreau, l'inspectrice qui voulait simplement faire son travail ce soir d'octobre 1989, est devenue bien plus qu'une victime. Elle est devenue un phare, guidant ceux qui luttent contre l'obscurité et rappelant que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la justice finissent toujours par triompher.